Bienvenue sur Ici Écho. Jean-Yves Le Drian, envoyé spécial du président français Emmanuel Macron pour le Liban, s'est entretenu cette semaine avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan à Jeddah, dans le cadre des concentrations autour de la crise politique. Cette rencontre s'est tenue au lendemain de la réunion de Doha le 17 juillet dernier du groupe D5, États-Unis, France, Arabie Saoudite, Égypte, Qatar. Jean-Yves Le Drian se rendra à Beyrouth la semaine prochaine. Que peut-on attendre de cette nouvelle visite au moment où le blocage politique est total? Pour décrypter l'actualité de la semaine, tant économique que politique, notre invité est le député du bloc aouniste, Simon Abiramia. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, cher Maurice. On commence directement par avec la politique. Vous faites partie du bloc aouniste qui est responsable de l'impasse politique aujourd'hui au Liban. Qu'attendez-vous de la nouvelle visite de M. Le Drian? Pourquoi nous sommes responsables Un déjà? des responsables. Pas du tout, on assiste à toutes les séances Mais vous électorales. Vous ne facilitez pas les choses. Pas du tout, le contraire, nous sommes les plus grands facilitateurs puisque, un, nous participons à toutes les séances électorales, nous ne sortons pas, nous ne bloquons pas. Nous n'usons pas de notre pouvoir de bloquer les élections puisque nous ne sortons pas de l'hémicycle. En même temps, nous avons des contacts avec toutes les composantes politiques du pays et nous essayons de faire avancer les choses. On attend quoi aujourd'hui de la nouvelle visite de M. Le Drian, vous pensez? Franchement, à titre personnel, je ne m'attends à rien. Parce que je crois que le blocage, il est interne. On est dans une sorte d'équilibre entre toutes les forces politiques libanaises. Personne n'a la majorité dans la nouvelle Assemblée nationale issue des dernières élections législatives. Et en même temps, je crois que même il y a des divergences au sein du bloc des 5 sur l'approche qu'ils ont vis-à-vis de la question libanaise. Donc, je crois qu'on est toujours dans l'impasse, on est toujours dans le blocage. Et je crois que moi, j'avais donné quelques conseils à mes amis français pour leur dire de reporter cette visite s'il n'y a pas une solution au bout. Parce que si les Français vont porter la responsabilité de l'échec, alors que l'échec est purement libano-libanais, ce n'est pas la peine que la France endosse cette responsabilité. Donc je crois que vu la situation de blocage, vu la situation de cet équilibre des forces au sein de l'Assemblée du Parlement libanais, je crois que pour le moment, il n'y a pas d'issue, malheureusement. Donc, ok, vous parlez d'impasse, vous parlez de blocage interne, vous rendez qui responsable si vous dites que vous n'êtes pas responsable, donc qui est responsable de ce blocage aujourd'hui? Il y a deux solutions pour sortir de cette impasse. Mais vous rendez qui responsable? Je vais expliquer, vous allez comprendre à travers mon explication. Un, soit il faut instaurer un dialogue entre toutes les composantes politiques afin de donner au nouveau président l'élan qu'il faut à travers l'union de tous les blocs parlementaires. Donc ceci impose, un dialogue, deux, une feuille de route, et trois, bien sûr, et puis l'élection d'un président. Si on n'arrive pas, on ne va pas arriver à mettre en place ce dialogue, d'ailleurs c'était l'idée de Le Drian, je crois, à ce moment-là, il faut aller vers des séances continues, premier tour, deuxième tour, troisième tour. On ne sort pas de l'hémicycle tant qu'il n'y a pas une élection d'un président. Parce que c'est vrai que ça va être dur dans les circonstances actuelles d'arriver à un consensus, c'est-à-dire au-delà de 86 voix pour un président dès le premier tour. Ben à ce moment-là, on attendra le deuxième et le troisième pour élire un président avec 65 voix. Je reprends un paragraphe du communiqué qui a été publié par le groupe des 5. Le groupe des 5 a déclaré être prêt à travailler avec le Liban pour soutenir la mise en œuvre des réformes structurelles qui sont indispensables à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité du pays. Certainement, le parti politique auquel vous appartenez est au pouvoir depuis 2005. Et son fondateur, qui est le général Michel Aoun aussi, était président. Pouvez-vous citer les réformes structurelles? On parle de réformes. Vous insistez sur les réformes, vous pensez que voilà, on est tous d'accord que les réformes sont indispensables pour la relance, pour reprendre la route de la relance. Pouvez-vous citer les réformes structurelles, réformes qui ont été appliquées durant le mandat du président Michel? Cher Maurice, tout d'abord, vous savez bien que le système actuel politique impose la mise en place de coalitions politiques entre différents groupes parlementaires. Un seul groupe ne peut pas imposer son choix. Vous avez à côté de vous le Hezbollah, vous avez à côté de vous Même si vous additionnez
le nombre de députés entre nous, les Hezbollah. Mais vous aviez une majorité aussi. Ouais. Mais on a une majorité politique. C'était une majorité politique, mais ce n'était pas une majorité sur des dossiers. Il y a des réformes auxquelles on aspire. Et puis, comme on est une minorité, n'oubliez pas que nous sommes 21 députés. Avant, nous étions 29, mais nous n'avions pas les 65 députés pour imposer les réformes auxquelles qu'on souhaite. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'une des réformes, à mon avis, la plus importante, ça a été la nouvelle loi électorale. N'oubliez pas que c'est pour la première fois qu'on a introduit la proportionnelle dans le système électoral libanais. À mon avis, c'est une avancée majeure au niveau politique. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas pu faire les avancées au niveau des réformes structurelles, surtout au niveau économique, puisque le résultat est là. Mais ceci, c'est la co-responsabilité de tout le monde. Mais vous êtes responsable aussi. On est co-responsable. On est co-responsable, comme tout le monde, tous ceux qui ont assisté. Il faut admettre que le mandat du général Mecharoun a échoué. Je ne dis pas qu'il a échoué. Je crois qu'il y a eu de bonnes choses, mais il y a aussi... Vous pouvez les citer? Je viens d'évoquer... Ouais. Non. Citer, par exemple, dire que voilà, vous avez fait quoi au niveau de la contrebande, l'évasion fiscale. Il y a eu, n'oubliez pas que dès le démarrage de ce mandat, il y a eu la guerre contre les terroristes, Daesh, qui étaient sur la porte, qu'ils étaient aux portes du Liban. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu aussi cette décision politique. C'est l'armée libanaise. Alors, quand les institutions font leur travail, les décideurs politiques n'ont rien à faire. Quand il y a quelque chose de mauvais, c'est les politiques qui sont dans le collimateur. Vous faites partie aujourd'hui aussi d'un des partis politiques chrétiens au Liban. La majorité des partis politiques chrétiens, notamment le CPL, vous n'êtes pas convaincu par l'idée du dialogue, puisque pour vous, vous considérez comme le dialogue n'est pas nécessaire, mais non, il faut trouver une solution pour la vacance de quel dialogue présidentielle, le dialogue qui peut être fait au sein du Parlement. Au contraire, c'est ce que je viens d'évoquer. Je viens de dire qu'il y a deux solutions pour sortir de l'impasse. Vous acceptez un dialogue aujourd'hui qui va être... Mais un dialogue qui va être dirigé par qui? Par un président ou bien par ça peut être Nabi Berri? Rien n'empêche. Vous savez, nous, tous les jours, on se retrouve entre nous en tant que députés. Rien n'empêche de la mise en place d'une table de dialogue avec des représentants des principaux groupes parlementaires et puis avec un ordre du jour bien établi et assez court pour ne pas rentrer dans une logique de perte de temps. Et c'est ça qu'on nous avons dit. Donc pour vous, il faut débloquer cette échéance au niveau du dialogue. Donc J'ai dit soit le dialogue, si tout le monde est d'accord, soit on va vers des séances d'élection continues afin de pouvoir élire un président à partir du deuxième tour avec les 65 voix Ici, ECHO est une émission politique, mais certainement économique. Je passe à l'histoire de la Banque du Liban. Donc, le mandat du gouverneur Riyad Salem touche à sa fin d'ici quelques jours. Votre parti politique incombe la responsabilité de la crise politique et financière à la Banque centrale et aux banques. Non, pas du tout. Pas qu'en est-il de la part de Pas seulement, monsieur. Mais aussi les partis politiques sont responsables. Alors, les politiques, la Banque du Liban et les banques, d'une façon générale. Dire politique, c'est les partis politiques. Bien sûr. Dont le courant patriotique. Oui, mais sauf que nous n'avons jamais été à la tête du ministère des Finances. Et à mon avis, c'est pas seulement le ministère des Finances. Donc, vous avez le ministère de l'Énergie, vous avez aussi... Tout ce qui est politique monétaire, c'est décidé en fonction du code de la monnaie et du crédit. Ça incombe à la Banque du Liban. Et on sait que tout ce qui est finance, ça incombe au ministère des Finances. Vous aviez une majorité... Je viens de vous dire, au sein de tous les conseils des ministres depuis 2005. Pas du tout, on n'a jamais la majorité. Okay, mais comment, vous et vos alliés? Pas justement, mais avec nos alliés, on n'est pas d'accord sur tout. Donc, non, vous dites ça. On a toujours dit ça. Parce que votre relation avec vos alliés... Non. Il y a des choses où nous sommes d'accord. Écoutez, pour que les choses soient claires, il y a des dossiers là où nous sommes d'accord avec le Hezbollah, par exemple. Il y a d'autres dossiers, nous sommes d'accord avec les forces libanaises et contre le Hezbollah. Il y a d'autres dossiers sur lesquels nous sommes d'accord avec les Kataeb, contre les forces libanaises. C'est comme ça, c'est un peu comme la République française, la troisième République en France. C'est des coalitions qui se mettent en place en fonction des dossiers. Donc il ne faut jamais dire qu'on a une majorité. On a une majorité politique, c'est-à-dire
qu'il y a des hypothèses, enfin des constantes. Moi, je ne suis pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu? Avoir un président, avoir une majorité au sein du Conseil des ministres. Non, on n'a pas la majorité. Taillard, que je représente, n'a jamais eu la majorité. Le contraire, on a avec nos alliés, avec les alliés, on avait la majorité, mais ça ne veut pas dire qu'avec nos alliés, nous étions d'accord sur tout. Donc, il faut que les choses soient vraiment... Revenons aux responsabilités. Oui. Donc, vous avez dit c'est politique, bien sûr, État. Avant tout politique. Avant tout politique parce que c'est vrai que la Banque de Liban, en fonction du code de la monnaie et du crédit, ça lui incombe de gérer la politique monétaire du pays, mais en même temps, la Banque de Liban décide, ou plutôt exécute, des décisions politiques. Donc oui, il y a une co-responsabilité de tous les partis qui étaient au pouvoir, y compris nous, pour que les choses soient claires, parce que nous étions là, parce que nous participions à la table du gouvernement, nous étions présents. Donc, mais ceci ne veut pas dire que nous sommes les seuls responsables ou les responsables. Nous sommes co-responsables avec d'autres, parce qu'effectivement, vous savez, Monsieur Matta, je suis député. Nous, on recevait au sein de la commission des finances des responsables financiers du pays, comme le gouverneur ou d'autres. Vous savez, ils viennent avec des chiffres qu'on ne peut pas nous contrôler. Quand un gouverneur vient vous dire la livre va bien, qu'on a 35 milliards encore, tout ça dans des dépôts, donc on se dit, bon, on n'a pas les moyens de rentrer dans les comptes détaillés pour savoir si c'est vrai ou pas. D'accord? Donc c'est après l'implosion, après l'effondrement économique, qu'on a compris que les choses n'allaient pas bien. Donc, ceci étant, ce que je voulais dire, c'est que, puisque vous me parlez de responsabilité, les politiques, l'État, mais le problème, c'est que l'État, c'est un terme ambigu. Ça veut tout dire et ça ne veut rien dire en même temps, parce que c'est une co-responsabilité. L'État, c'est le gouvernement, surtout c'est l'exécutif, qui a très mal géré les affaires du pays, surtout au niveau économique et monétaire. Depuis quelle année? À mon avis, ça a démarré dans les années 90, avec cette politique d'endettement, avec cette politique qui était basée sur les taux d'intérêt à 40%, à 30%. Ce n'était pas du tout une économie de production au pays. Donc, et ça a continué pendant des années, pendant des décennies et décennies. On a payé le prix dans les années 2019. Donc, par contre, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, l'État est responsable. 2, la Banque du Liban est bien sûr aussi responsable parce qu'il a dans ses prérogatives la possibilité de dire non. Et puis aussi, je crois qu'il y a, je crois que les gens s'accommodaient de la situation. Vous savez très bien, monsieur Aboulemia. Par contre, je veux saluer quand même l'ancien ministre de l'économie, Raed Khouri, qui avait évoqué cette possibilité d'effondrement lors d'un conseil de ministres, qui avait présenté un plan de redressement qui a été salué par tout le monde, mais qui n'a jamais été mis en exécution. Donc, il y a des gens qui étaient alertés par la gravité de la situation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. Durant 6 ans, durant le mandat du général Michel Aoun, votre parti politique, vous avez fait quoi pour gérer la crise, pour sortir de cette crise? Mais, cher ami, nous avons fait ce que nous devions faire. Oui. Mais comme je viens... À quel niveau, dites-moi? À tous les niveaux. Comment? Les plans de redressement qui ont été votés par Je vous donne un exemple. Vous avez en face de vous un député qui avait signé dès le début de la crise la loi sur le capital control. OK? Et ça n'a jamais été voté. Donc là, j'ai mis en place avec M. Brahim Kanaan, avec Al Aoun, on a présenté cette proposition de loi qui n'a jamais été discutée et ça fait 3 ans qu'elle n'a pas été votée. Donc on avait présenté cette loi 4 ou 5 mois après la crise, alors qu'il fallait le faire 48 heures après. Donc je vous donne des exemples pour vous dire, bon, deuxième chose, M. Brahim Kanaan, qui est le président de la commission des finances, vous revenez sur les rapports de la commission qu'il préside, qui alertait à chaque fois, qui était toujours critique vis-à-vis des budgets qui étaient présentés. Au niveau exécutif. Votre approche du plan de relance qui a été voté par l'ex-premier ministre Hassan, le gouvernement de l'ex-premier ministre. Et puis ça c'est tombé à l'eau après. Donc après c'est tombé à l'eau. Quelle est votre position
envers ce plan? Vous savez, le problème, c'est qu'on avait, à cette époque, il y avait des ministres qui avaient une couleur orange, entre parenthèses, mais qui n'étaient pas du tout encartés. Donc, Mais excusez-moi, oui. qui prenait des décisions après avoir communiqué avec votre parti, votre chef de parti. Oui, donc, mais attendez, qui prenait des décisions seuls, sans communiquer les décisions avant de les prendre au sein du cabinet. Oui, très bien. Donc, vous savez bien, Monsieur Matta, ce que je venais de dire au début, vous ne pouvez pas accuser des ministres qui étaient une minorité au sein du gouvernement d'être responsables. Mais ils ont voté pour le plan du gouvernement. Mais dès le début, j'ai dit que nous sommes co-responsables. J'ai dit que nous sommes co-responsables. Vous voulez me dire que vous étiez responsable, co-responsable avec d'autres. Au niveau du plan qui a été aussi voté par le cabinet de Hassan Diab. Je dis que tous les ministres qui étaient présents, qui étaient convaincus de la justesse de ce plan de relance, vous savez, comme on avait voté à l'époque la grille des salaires, le président du parti, Gebran Bassil, était contre. À l'époque, il avait il avait alerté sur les conséquences négatives de cette affaire-là, mais tout le monde était pris par le populisme à l'époque, et du coup, tout le monde avait voté, et puis on a vu les conséquences. Même les chiffres qui ne coïncidaient pas, les chiffres réels ne coïncidaient pas. On savait très bien que cela a été voté pour des fins politiques, parce qu'on avait les élections. Mais nous étions contre, nous avions beaucoup d'interrogations, et Gebran lui-même, il avait dit qu'il n'était pas pour. Si vous étiez ministre durant le Conseil des ministres de M. Hassan Diab, auriez-vous voté pour le plan de relance, de redressement qui a été... Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Par contre, moi, j'étais contre le fait que le Liban ne puisse pas honorer ses engagements de paiement de ses dettes. Donc vous me dites, vous êtes contre le défaut de paiement? Bien sûr, parce que nous, on est en train de... Aujourd'hui, à mon avis, cette décision-là... Votre parti politique, quelle était sa position? Mais vous savez, ce n'est pas un parti politique. Les députés... Non, c'est un parti politique. Mais je veux dire, vous savez, dans chaque parti politique, il y a des... Vous voulez me dire qu'il y a une divergence? Non, oui, bien sûr, il y a un pluralisme. Il y a une seule décision. Il y a des gens qui sont... On a débattu de tout cela. Il y a des gens qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. D'accord? Donc vous voulez me dire... Parce que ça, c'est mais ça n'a jamais été voté par le Parlement. Vous savez bien. Mais par les ministres à couleur orange, comme vous avez bien... Ils avaient voté pour. Ils avaient pour. Ils avaient voté pour. Vous, pour Simon Abelhamid aujourd'hui. Moi, je crois, c'est ce qu'on avait dit ça. Donc, il faut rendre qui responsable? Tout le monde. Mais j'ai dit qu'on est tous. Non, au niveau du défaut de paiement. Au niveau du défaut de paiement. C'est le gouvernement qui avait pris cette décision. À sa tête, il y avait M. Hassan Diab. Je crois que je suis clair. Et l'exécutif aussi, il y avait le président Michelin. Mais je viens de vous dire. À chaque fois, vous voulez accuser le président et le taillard d'être responsable. Moi, j'adore les réponses aussi claires. Quand on dit que je suis co-responsable, ça veut dire quoi, co-responsable en français? Il y a le petit Larousse, il y a le petit Robert. Donc, mais c'est un peu il faut voir à quel pourcentage vous êtes responsable. Mais à 5, 10, 20, 30%. Je ne sais pas. À mon avis, il y a des gens qui méritent 1 an de prison avec sursis. Il y a d'autres qui méritent peut-être la pendaison. Donc, voilà. Que les choses soient claires. Au niveau du défaut de paiement. Sur la gestion, pas seulement que ça, la gestion du pays, des affaires du pays. Revenons à l'histoire de la Banque du Liban. Le pays est gangréné par la corruption, nous savons très bien ça, une corruption politico-économique judiciaire qui est au cœur de la crise. Et qu'on veuille l'admettre ou pas, la BDL continue d'essayer de trouver des solutions, à cette crise, même si celle-ci demeure temporaire, donc ces décisions-là ou bien ces solutions-là. Quelles auraient été les conséquences si la BDL n'avait pas pris ces initiatives, vous pensez, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, les circulaires vous, le Grand Patriote Libre, critique. Non, on ne critique pas tous les circulaires. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un malade qui a besoin d'une opération chirurgicale. Une fois que le métastase a atteint tout le corps, on est en train d'administrer des Doliprane. Donc les circulaires, c'est pour gérer les conséquences d'une crise. Quand vous avez évoqué au début les réformes structurelles, à mon avis, il faut s'atteler à ça. Les circulaires, c'est pour gérer cette période transitoire. Ça va être transitoire. Mais ça sert à, comme je dis, quelqu'un il a mal,
il a le cancer, il a le métastase, mais on lui donne du Doliprane. C'est ça les circulaires. Il faut vraiment s'attaquer au fond et puis voir vraiment quel est le plan de redressement qu'il faut pour que ce pays redémarre. L'élection d'un président, la mise en place d'un gouvernement avec une feuille de route claire, avec un plan de redressement qui doit être, à cause du système politique dans lequel qu'on subit malheureusement, qui doit avoir le soutien de toutes les composantes politiques de ce pays. Sinon, un seul parti peut bloquer ce plan de relance. On continue avec la Banque du Liban, donc l'histoire des vice-gouverneurs aujourd'hui. Des rumeurs circulent. Ces rumeurs disent que voilà, les vice-gouverneurs vont démissionner d'ici lundi, mardi, mercredi. Mais est-ce que ces vice-gouverneurs, vous pensez, est-ce qu'ils ont la légitimité, les compétences, les moyens de gérer les choses, la situation actuelle? Bon, déjà, je ne suis pas dans le cerveau, dans la tête, dans la pensée de ces vice-gouverneurs que je connais personnellement, que je salue. Mais je sais qu'ils sont venus 2 fois à des réunions à la commission des lois pour parler de leur plan. Ils ont présenté un plan hier, hier. C'était jeudi. Ils ont présenté un plan et bon, il faut l'étudier. J'ai lu beaucoup de commentaires négatifs. Ce plan doit venir de l'exécutif, hein? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc j'ai vu, ils ont dit des choses qui sont évidentes sur plein de lois qu'on doit voter. La restructuration du secteur bancaire. Mais, bon, bien sûr, tout ce qu'ils ont dit, c'est budget déjà évoqué équilibré, depuis des années et des années. Ouais. Le problème, c'est que je ne sais pas quelles sont leurs intentions. Ce que je sais, c'est qu'ils savent qu'ils vont hériter d'un lourd fardeau et qu'ils vont gérer une situation explosive à tous les niveaux, au niveau financier, monétaire, tout ça. Et qu'à mon avis, tout ce qu'ils cherchent à faire actuellement, c'est avoir la couverture politique pour pouvoir faire des choses parce qu'ils savent qu'on va passer des temps difficiles. Et à mon avis, ce n'est pas la responsabilité du Parlement libanais, parce qu'on parle de séparation de pouvoir, c'est la responsabilité de l'exécutif d'accompagner les vice-gouverneurs dans leur plan. À mon avis, à côté de cela, on sent une démission aberrante de la part des ministères concernés, surtout le ministère des Finances, à ce sujet. Donc, et en plus, je crois qu'ils ont sûrement de bonnes intentions. Je les connais personnellement, mais est-ce qu'ils sont capables d'endosser les habits qu'on est en train de leur fournir en ce moment? Je ne sais pas, parce que la situation est tellement grave que ils sont là à crier « s'il vous plaît, couvrez-nous ». On va à la guerre, on a besoin de votre soutien. Et à mon avis, ils ont frappé à la mauvaise porte. La bonne porte, c'est l'exécutif. Mais ne pas savoir aujourd'hui s'ils ont les compétences ou bien la légitimité et autres. Selon le code de la monnaie et du crédit, ils ont la responsabilité de prendre la direction de la Banque du Liban. À mon avis, dans les conditions politiques actuelles, on ne peut pas nommer un nouveau gouvernement pour 20 000 raisons. Mais vous êtes contre aussi d'élargir le pouvoir de ce gouvernement aussi pour pouvoir nommer certainement. Ce n'est pas qu'on est contre d'élargir, c'est la Constitution. Mais M. Najib Mikati est sorti dire pour des raisons d'État, on peut faire ça. OK, c'est son explication, mais moi je crois que c'est une... Vous savez, comme on a fait dans la Sûreté Générale, comme on a fait dans d'autres institutions, les choses sont claires. Quand le gouverneur n'est plus en place, c'est le premier vice-gouverneur qui prend la relève avec les vice-gouverneurs. Donc voilà, c'est comme ça. En ce qui concerne... Et moi, je ne rentre pas dans cette polémique chiite, maronite, je ne sais pas quoi. J'applique la règle, j'applique le code et puis les choses, voilà. En ce qui concerne la responsabilité politique, ne serait-il pas nécessaire de prolonger le mandat de Riyad Salim pour éviter le pire en attendant d'élire un président, de former un nouveau gouvernement? Je ne crois pas. Et de nommer un nouveau gouverneur? Non. Je crois, qu'il ne faut pas nommer un nouveau gouverneur. Il faut vraiment que ce soit le président de la République avec le nouveau gouvernement qui nomme ce nouveau gouverneur. 2, je crois que ce n'est pas éthique, franchement, de prolonger le mandat de Riyad Salamé avec... tout ce qu'on entend au niveau judiciaire, au Liban et ailleurs, c'est pas éthique et c'est pas... Mais il y a le pire et il y a le comble. Oui, mais peut-être c'est pourquoi on est en train de disent considérer que les vice-gouverneurs ne sont pas... Monsieur Abiramia, ils sont devant vous pour vous dire
on ne sait pas si on peut faire ça, Non, ils disent... on cherche une certaine légitimité, couvrez-nous, vous les députés, nous avons besoin. D'ici quelques jours, M. Riyad Salimi va quitter la Banque du Liban. Très bien. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de jeter le pays dans l'inconnu. Pas du tout, je suis en train de dire qu'il faut appliquer les lois en vigueur. M. Riyad Salami, son mandat arrive à échéance le 31 juillet. Selon la loi, c'est le premier vice-gouverneur qui prend la relève. C'est sa responsabilité de le faire avec les autres vice-gouverneurs. Donc voilà, les choses sont claires. À eux de montrer leurs compétences, de montrer qu'ils sont capables de gérer les affaires monétaires et économiques du pays. Mais aussi, les lois permettent de prolonger aussi le mandat de Riyad Salimi pour quelques mois. Nous avons très bien en 1984. Monsieur Matta, je parlais de l'éthique, vous savez. Certainement, à l'éthique, vous parlez parce qu'il y a, le côté légal de M. Salami. Il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses. Et M. Salami doit quitter son poste pour s'atteler à se défendre devant les juges libanais et européens, devant toutes les accusations. Donc voilà, aujourd'hui, à mon avis, à partir de période, ça doit être ça, son objectif. Et juste ne pas continuer à gérer la Banque du Liban. Juste pour rappeler ici, en 1984, durant le mandat du président Amin Jmaï, le cabinet du Premier ministre, c'était Rachid Karami, qui avait décidé de prolonger le mandat de l'ex-gouverneur de la BDL, Michel Khoury, jusqu'à la nomination d'un nouveau gouverneur et vice-gouverneur. Sauf qu'à l'époque, le gouvernement de M. Karami jouissait de la confiance du Parlement. Il ne faut pas oublier que le Parlement actuel n'a pas donné la confiance à ce gouvernement. Une des orientations des membres du Conseil central de la BDL serait de supprimer Sayrafa, cette plateforme-là, et de laisser flotter le taux de change du dollar. Quelle est votre position à ce sujet? Écoutez, pour le moment, ce que je vais vous dire... Nous savons très bien que Sayrafa aussi est une bouffée d'oxygène, pour un grand nombre de fonctionnaires. Oui. M. Mansouri avait évoqué lors d'une rencontre sociale auquel il assistait, à laquelle moi aussi j'assistais, il avait évoqué justement la suppression progressive de Sayrafa pour mettre en place une autre plateforme afin de libérer le prix de l'échange. Et en même temps, il a dit, en même temps, j'aurai toujours la possibilité d'intervenir sur le marché, acheter, vendre, tout ça. Bon. Franchement, aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup d'experts. Ils sont divisés. Donc, je n'ai pas encore aujourd'hui une position claire et tranchée à ce sujet. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui me disent c'est super, c'est très bien, c'est positif, parce qu'en fin de compte, on va retrouver le coût réel ou le prix réel du dollar. Oui. Et d'autres qui disent c'est une très mauvaise chose et ils ont évoqué beaucoup de points. Donc là, aujourd'hui, ce vendredi-là, je suis incapable de vous dire mon point de vue parce que je suis en train de voir avec les experts, ce qu'ils en pensent et quelles sont les conséquences d'une telle décision, et puis on verra. Mais d'ici là, on aura une position à ce sujet. Certainement, aujourd'hui, sans président, sans gouverneur, sans plan de relance, sans réforme structurelle, monétaire, à tous les niveaux, parler de floating rate aujourd'hui, c'est catastrophique, non pas seulement pour les fonctionnaires, mais tout le monde, parce que sans Sayrafa, aujourd'hui, nous allons passer à un taux de change. Nous ne savons pas très bien les limites où on peut passer. Oui. Le dollar donc, peut atteindre les 1 million de livres libanais. Mais comme ça peut ne pas atteindre le 1 million, il y a des gens qui disent si la Banque du Liban a la possibilité d'intervenir sur le marché pour stabiliser. Comment ça? Nous avons besoin des dollars. C'est ce qu'il dit. Donc pour eux, Sayrafa est coûteuse. Donc il faut arrêter Sayrafa maintenant. Tout à fait. C'est ce qu'ils disent. Mais ce que je veux dire, c'est que vous tranchez dans cette affaire. Moi, je ne peux pas trancher aujourd'hui parce que je vous dis, c'est une idée qui vient d'être évoquée depuis quelques jours et ça demande un petit peu de temps pour qu'elle soit étudiée. Donc, je ne peux pas aujourd'hui vous dire je suis pour ou contre parce que j'ai vu des gens, vraiment des grands spécialistes des affaires monétaires dans ce pays et non des moindres. Et voilà, ils sont partagés à ce sujet. On parle de solutions avant une semaine de la fin du mandat de Riyad Salimi. Tout à fait. C'est ironique un peu. Ben bien sûr, parce qu'au Liban, on joue toujours on attend la crise, on attend l'effondrement pour dire « Ah, voilà, il faut faire ça à la dernière minute ». On est déjà dans l'effondrement. Oui. À nouveau effondrement, mais non. On est déjà dans l'effondrement. Je ne sais pas si on est dans le creux, mais en tout cas, on est déjà dans l'effondrement. Comment évaluez-vous le plan de relance qui a été mis par le gouvernement du Premier ministre Najib Mikati et la performance de ce gouvernement durant la crise?
vous savez, les résultats parlent d'eux-mêmes. Il y a des choses où ça a marché, d'autres où ça n'a pas marché. En tout cas, vous êtes aussi diplomatique aujourd'hui. Hein. Comment? Vous êtes aussi diplomatique. Non, mais il y a des choses, bon, la stabilisation aujourd'hui à 92, 93. Le problème, c'est que ce n'est pas non plus la politique de Mikati, c'est la politique du gouverneur sur la stabilisation à 92, 93 000. C'est la responsabilité de la Banque du Liban selon le code de la monnaie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu ce plan, mais il n'y a pas eu de suite. Il y a eu des effets d'annonce, mais il n'y a pas eu d'exécution. Parce que d'un coup, on est passé d'un gouvernement en plein régime à un gouvernement de gestion des affaires courantes et du coup, les choses sont bloquées. Et avec M. Saad Echemi, les négociations avec le Fonds monétaire international, vous savez, vous êtes député aujourd'hui, vous êtes au courant de ces négociations? Franchement, jusqu'à maintenant, je ne vois pas d'issue. Et d'ailleurs, à mon avis, on est en train de passer du temps et c'est du temps perdu. C'est vraiment un coût du d'opportunité suicide. énorme. C'est du suicide qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est un suicide collectif parce que ça fait 3 ans qu'on discute avec le Fonds monétaire international. Et jusqu'à maintenant, on a signé un pré-accord. Et puis, il y a eu la crise politique au Liban avec le départ du président, un gouvernement de gestion des affaires courantes, un Parlement qui ne se réunit pas parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la constitutionnalité de ces réunions. Donc, du coup, aujourd'hui, on est dans cette crise-là et le FMI, tant qu'il n'y a pas des interlocuteurs constitutionnels et stables en face, il ne peut rien faire. Donc, voilà. Donc, on perd notre temps et on est dans le suicide collectif. Qui en est responsable ici? C'est le gouvernement et c'est M. Saad Echemi. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Les Libanais, enfin les politiques, on a toujours tendance cette manie à jouer le temps jusqu'à la dernière seconde et puis après c'est trop tard. Donc il n'y a pas de prévision, on ne prévoit rien, on est de gérer les choses au jour le jour, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision. Voilà, donc on est en train de payer les conséquences. Dans quel pays au monde on a vu ce genre de cas où on demande aux déposants de couvrir dans des plans de relance les pertes de l'État et dire aux banques, voilà, vous devez payer la facture de l'argent des déposants pour pouvoir couvrir ces dettes, pertes, dettes, nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui. Je suis d'accord avec votre... Donc on n'a jamais vu ça. Oui, tout à fait. Mais je viens de dire qu'on est dans les responsabilités la plus totale au niveau politique. Vous savez, moi je comprends parfaitement les déposants et dont je fais partie. D'ailleurs, une chose, M. Matta, je voulais vous dire, quand vous dites la classe politique, c'est pas que comment dire, il y a des bons, il y a des mauvais partout. Donc tous les politiques ne sont pas mauvais. Comme tous les directeurs des banques, ils ne sont pas tous mauvais ou tous bons. Il y a des bons et des mauvais. Donc sachez que dans les gens qui sont dans l'action publique, dans la politique, ils sont honnêtes, ils sont sincères, ils sont comme tous les déposants, ils souffrent de cette situation. Donc ça, il faut le savoir et je voulais le dire. On est d'accord aujourd'hui que c'est primordial la restructuration du secteur bancaire. Bien sûr. Pour vous, quel est le rôle et l'importance du secteur bancaire par rapport à un plan de relance? Vous savez, malgré ce populisme aujourd'hui au niveau de la société libanaise, pour rendre responsable, ce discours anti-banque, ok, sûrement il y a des responsabilités. Les banques peut-être, ils ont profité du système pour faire un peu d'argent au détriment de l'intérêt général et au détriment des déposants. Mais j'attends ce mais, oui. Mais en même temps, il n'y a pas de relance sans des banques. Vous savez, c'est le fer de lance de toute relance. C'est qu'il y ait des banques stables, des banques fortes. Enfin, c'est eux qui font les crédits, c'est eux qui sont à côté des industriels qui investissent. C'est eux qui font tout. Dans tout le monde entier, on ne peut pas mettre en place un système, un nouveau système, alors qu'on sait pertinemment que c'est un système voué à l'échec. Donc, il faut que les banques retrouvent une santé. Il faut que les banques, mais en même temps, il faut que les déposants, donc les citoyens libanais, puissent retrouver leur argent. Une dernière question à propos des réfugiés syriens au Liban. Donc,
Juste quelques informations. Le ministre sortant des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib, a adressé une lettre au chef de la diplomatie de l'Union européenne, José Borrell, dénonçant la décision certainement, et vous avez bien dénoncé la décision du Parlement européen rendue le 12 juillet 2023, dont une partie concerne la présence des déplacés syriens, des réfugiés syriens au Liban. Dans sa lettre, le ministre Bouhabib a souligné la nécessité de lancer un dialogue constructif et global entre le Liban et l'Union européenne concernant tous les dossiers, spécifiquement celui des réfugiés. Ouais. La crise des réfugiés date depuis 2011. Ouais. Qui en est responsable? En tout cas, comment gérer les choses? Bon, déjà, soyons sincères et soyons clairs. Vous savez que le CPLD 2011, il était le fer de lance contre cette entrée massive et anarchique des réfugiés ou des déplacés, selon les thèmes juridiques, syriens au Liban. Nous avons été accusés à l'époque de racisme. Bon, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que nous avions dès le début raison dans notre approche de cette affaire. On en est là, on ne va pas marquer des points parce que la situation est grave. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que déjà, il faut reconnaître une chose, c'est que le poids et les conséquences de cette présence massive de réfugiés au Liban, voilà, ça contribue aussi à l'effondrement économique dans les secteurs de l'électricité, dans les secteurs du traitement des déchets, dans beaucoup de secteurs. Donc du coup, aujourd'hui, l'État est responsable. Et à mon avis, il faut qu'il y ait... Le problème, c'est qu'on n'a pas un interlocuteur, on n'a pas une commission avec quelqu'un à sa tête pour pouvoir savoir avec qui traiter. Un jour, c'est le ministre des Affaires étrangères, un jour, c'est le ministre des Déplacés, un autre, c'est le ministre des Affaires sociales. Et on n'a pas su unifier et mettre en place un cadre unique pour traiter ce dossier. Donc là, c'est une responsabilité grave qui incombe à l'exécutif libanais. Deuxième chose, oui, il y a une responsabilité de la communauté internationale, puisque cette communauté, jusqu'à maintenant... Prenez de l'argent, laissez-les chez vous. Voilà. Et puisque vous avez évoqué l'article 13 de cette résolution européenne, moi, c'est mon ami Thierry Mariani, il m'avait appelé 48 heures avant le vote et il m'avait alerté sur cet article. J'ai pris des contacts avec beaucoup de députés, dont des signataires de cette résolution comme M. Bellamy et tout, et qui m'ont dit on va voter peut-être les autres articles, mais on va s'abstenir sur ce point-là. Et puis en fin de compte, vous savez, le Parlement européen, c'est 705 députés, on ne peut pas contacter tout le monde. Ce que j'ai proposé à la commission parlementaire des affaires étrangères, présidée par mon collègue Fadi Alamé, qu'il y ait une lettre au nom de la commission des affaires étrangères, en plus au nom du groupe d'amitié entre le Parlement libanais et le Parlement européen. Adressée à chaque député européen pour qu'il comprenne les conséquences de cette situation au Liban. Et aussi, pourquoi pas, une tournée à l'échelle européenne pour expliquer ce dossier d'une façon réelle et ne pas rester toujours je comprends parfaitement les droits de l'homme, tout ça, mais en même temps, il y a aussi les droits de l'homme libanais. Certainement. Et du coup, donc, je crois que, en tout cas, en ce qui me concerne, au mois de septembre, je prends mon bâton de pèlerinage au niveau en France et au niveau européen pour parler de ce dossier-là. Deux questions pour finir. Vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, on fait face à une crise de régime politique au Liban? Oui, bien sûr. Vous savez, est-ce qu'il faut remettre en question le régime politique? Non, écoutez, le Liban, il a cette spécificité de pluralisme confessionnel. C'est ça qui fait notre, comment dire, on ne peut pas comparer le Liban à tous les autres pays arabes à cause de ce pluralisme communautaire. Bon, par contre, il ne faut pas que ce pluralisme soit un outil de blocage de la gestion des affaires du pays. Donc oui, moi je suis pour, je ne veux pas utiliser des termes extravagants, le changement du système. Mais remettre en question le système. Mais il y a beaucoup de choses. Vous savez, déjà on parle constitution. On a parlé tout à l'heure de l'élection d'un président. Jusqu'à maintenant, il y a un débat sur le quorum.
les 2 tiers ou pas 2 tiers. Donc il faut penser aujourd'hui à un certain amendement il y a Constitution. beaucoup de points qu'il faut amender. Il faut amender. Vous savez, le Parlement libanais, c'est à lui de décider si cette loi est constitutionnelle ou pas. C'est aberrant. On ne peut pas demander à quelqu'un qui vote une loi d'être arbitre et décider si elle est conforme à la Constitution ou pas. Donc, il y a beaucoup de points D'ailleurs, j'ai rencontré l'ancien président du Conseil constitutionnel, M. Aissam Sleiman, que je salue. Il a fait, après son expérience, il a fait un livre superbe sur, il a des propositions sur les changements de la Constitution libanaise. Et il ne faut pas vraiment avoir peur, dire oui, parce que le problème, c'est qu'on revient toujours à notre carcan, si vous voulez, communautaire. Si on touche à cette Constitution, c'est-à-dire on est en train de léser la communauté sunnite, mais pas du tout. Cette Constitution, elle est faite pour tous les Libanais. Et il faut vraiment aborder ce sujet-là de cette façon nationale et patriote et souveraine, et non pas en fonction des intérêts de chaque communauté. Vous êtes convaincu aujourd'hui qu'on a besoin d'un nouveau pacte citoyen-citoyen au Liban? Je suis pour accepter de vivre ensemble. Mais bien sûr, vous savez, j'entends beaucoup d'idées un peu farfelues depuis quelque temps. Moi, je crois à la citoyenneté. Et franchement, je crois à la laïcité. Bon, je sais que ce que je dis, ça paraît comme si je suis sur une autre planète que la planète Liban, mais je ne trouve pas, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que le problème, c'est que chaque Libanais passe par son village, par sa région, par sa religion, avant d'arriver à l'État. Certainement. Alors que normalement, ça doit être le contraire. Avant tout, on est citoyen d'une nation et non pas un citoyen d'un village ou d'une communauté. Et du coup, tout est à repenser à ce niveau. Le problème, c'est que au lieu d'avancer, on est en train de reculer. Moi, je vous remercie, Monsieur Simon Abieramian. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, Monsieur Matta, pour votre hospitalité. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.